Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Tristan Leloncker, je suis le responsable de la cellule 3. Et donc, je vais vous introduire la partie sur les victimes et puis le travail conjoint entre les opérations de OCP et les équipes d'épicentre. Comme vous le savez, MSF soigne et assiste les personnes qui sont les victimes des violences dans beaucoup de pays sur la planète. La question de l'accès aux patients reste toujours un grand challenge pour nos équipes. On cherche toujours à créer des parcours de soins pour, par exemple, les survivantes et les survivants de victimes de violences sexuelles. On essaye aussi d'organiser la prise en charge des blessés tout en maintenant la sécurité de nos équipes. Et le positionnement et notre rapport à la sécurité reste toujours en question. Et souvent, en fait, on a beaucoup de mal à documenter et à évaluer sur une base factuelle les conséquences des violences pour nos patients, pour nos équipes et pour les communautés auprès desquelles nous travaillons. Et c'est en fait pour répondre à ce type de challenge que les opérations et Épicentre ont créé ces enquêtes dont on va vous parler. En particulier la cellule des urgences que Jean-Guy à côté de moi représente, et puis la cellule 3 de Dakar que je représente. Donc je laisserai Jean-Guy un peu plus tard revenir sur l'enquête Épicentre qui a été faite à Gaza et sur son lien avec les opérations. De mon côté, moi, je vais vous présenter assez rapidement l'enquête mixte que la cellule 3 a commandée à Épicentre, je dirais pour éclairer l'ouverture de notre mission en Mauritanie. Donc la cellule 3 est basée à Dakar et on a travaillé avec Épicentre sur un concept relativement innovant qui combine à la fois un volet quantitatif et un volet qualitatif, avec la volonté d'éclairer en particulier les phénomènes de violence subis par les populations réfugiées du Mali vers la Mauritanie. Comme vous le savez sûrement, pour ceux qui suivent l'actualité, je pense que vous êtes très nombreux, le conflit au Mali a débordé sur les pays voisins, en particulier le Burkina et le Niger, et puis a généré des déplacements de population assez massifs, aussi bien à l'intérieur des pays que des phénomènes de déplacement à l'extérieur, donc des réfugiés, en particulier en Mauritanie. Donc l'escalade de la violence qui frappe les populations de l'Alliance des États du Sahel continue. Et par exemple, je peux vous citer nos équipes à Tenenkou, qui sont donc au centre du Mali, qui ont accueilli le week-end dernier une petite dizaine de blessés qui étaient victimes d'un tir de drone juste à la sortie de Tenenkou. Donc c'est une illustration un petit peu de la violence du conflit qui frappe les populations au sein du Sahel, et en particulier au Mali. Et donc c'est à la suite de plusieurs épisodes de cette nature que, au courant de l'année 2024, la cellule 3 a décidé de lancer une mission exploratoire pour évaluer les besoins des populations réfugiées du Mali vers la Mauritanie, et puis surtout mieux comprendre l'impact des violences au sein de ces populations. Donc c'est sur ces deux registres que nous avons travaillé avec Épicentre. L'enquête quantitative nous a permis d'avoir accès à des données démographiques fiables, puisque c'était quand même une grosse question pour nous. On a pu aussi avoir des données sur la couverture vaccinale, la mortalité, la prévalence de la malnutrition. Ça nous a permis de construire une forme de boussole épidémiologique à partir de laquelle on a pu baser nos activités, baser notre stratégie opérationnelle. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est la partie qualitative et la capacité qu'Épicentre a eue de documenter les violences, de mieux nous les aider à comprendre le parcours des personnes réfugiées, est-ce qu'elles subissent aussi bien sur leur point de départ que tout au long du parcours qu'à leur arrivée. Et in fine, ça nous permet aussi de, bien sûr, mieux, construire la réponse et l'offre de soins pour ces personnes-là.
Et puis ça nous a aussi éclairé sur, je dirais, le statut sanitaire, les enjeux sanitaires des populations hôtes dans la zone de la Mauritanie dans laquelle on travaille. Je vais passer la parole à Gaston et à Pascal, que je remercie pour leur travail et puis leur engagement, puisque tous les deux ont été avec nous en Mauritanie. Et voilà. Bonjour à tous. Nous allons présenter une approche mixte pour décrire la mortalité, la violence parmi les réfugiés maliens et les populations hôtes en Mauritanie, dans le département de Basse-Kounou. Depuis plus d'une décennie, la région du Sahel fait face à une crise sécuritaire et humanitaire importante. L'insécurité au Mali a occasionné le déplacement de plusieurs familles vers la Mauritanie. Les premières vagues de réfugiés sont arrivées en Mauritanie autour de 2012 et ont été principalement localisées dans le camp d'Embera. Et les dernières vagues, toujours d'actualité, ont débuté depuis le mois d'août 2023. Il se pose maintenant des défis importants pour ce qui est des réfugiés et même la communauté hôte. Et la plupart des interventions qui se passent sur terrain se focalisent plus sur le camp d'Embera. Alors, il y a eu un besoin de comprendre quelle est la situation des réfugiés qui sont en dehors du camp d'Embera. Notre objectif principal a été de décrire et de mettre en contexte la mortalité et les expériences de violence vécues à la fois par les réfugiés maliens et par la communauté hôte. Et pour cela, nous avons été amenés à estimer la taille des populations réfugiés et hôtes dans les départements de Basse-Kounou en excluant le camp d'Embera. Et nous avons été amenés à calculer des taux de mortalité, à analyser les causes principales de la mortalité, à analyser, examiner les différents types et fréquences d'événements violents, mais aussi d'explorer les expériences et les conditions de vie dans ces contextes violents parmi les réfugiés et aussi au sein de la communauté hôte. Pour la partie quantitative, nous avons mené une étude rétrospective avec un échantillonnage en grappe à 2 degrés et nous avons eu comme cible tous les villages qui accueillent les réfugiés dans les départements de Basse-Kounou en excluant le camp d'Embera. Tous les membres des familles, pendant la période allant de août 2023 à janvier 2025, ont été pris en compte, ce qui fait une période de rappel de 17 mois. Et l'équipe GIS nous a aidé à compter tous les toits de la zone qui accueille les réfugiés. Et à partir de cela, nous avons sélectionné au hasard un échantillon de 126 grappes. Du 6 au 18 janvier 2025, nous avons pu atteindre 4 511 individus dans notre échantillon provenant de 828 familles, parmi lesquelles 18,9% étaient des réfugiés. Cependant, nous avons constaté une sous-représentation des jeunes âgés de 20 à 24 ans parmi les hommes réfugiés. Pour les besoins d'estimation des populations, sur les 37 317 abris comptés par l'équipe GIS, nous avons inclus 2653 abris dans notre enquête et 17,9% d'abris appartenaient aux réfugiés. Et si nous évaluons la moyenne des personnes par abri, nous avons eu 4,5 personnes par abri pour les réfugiés et en moyenne 3,1 personnes pour la population hôte. À l'issue des différents calculs que nous avons réalisés, nous avons eu une estimation des populations à 29 739 réfugiés, 692 retournés et 94 898 de la population hôte. Pour évaluer la mortalité, les taux de mortalité de notre étude étaient exprimés en nombre de décès pour 10 000 personnes pendant
par jour pendant la période des rappels. Et nous avons constaté que les taux bruts de mortalité chez les réfugiés étaient les doubles de ceux qu'on a observés dans la communauté haute. Mais lorsqu'on se focalise sur les hommes, on se rend compte que les taux chez les hommes réfugiés étaient 3 fois plus élevés que ceux qu'on observe dans la communauté haute. Cette carte représente la répartition géographique des décès, avec en vert le Mali, en orange la Mauritanie, et les cercles sont proportionnels au nombre de décès par site. Et la couleur rouge représente les réfugiés, la couleur violette représente la communauté haute. Et nous avons pu constater que les 2 tiers des décès des réfugiés ont été enregistrés pendant qu'ils étaient encore au Mali. Il est important de noter quand même que pour les décès des réfugiés, 4 décès de réfugiés sur 7 étaient liés à la violence. Ainsi, pour essayer d'analyser les événements violents, nous avons calculé des taux d'incidence de la violence qui représentent le nombre d'événements violents pour 10 000 personnes par jour pendant la période des rappels. Et nous avons eu une incidence de la violence 12 fois plus élevée dans la communauté de réfugiés comparée à la communauté haute. En termes de proportions, dans notre échantillon, 5,9% des réfugiés ont affirmé avoir vécu un épisode violent contre 0,5% au sein de la communauté haute. Il est important de noter cependant qu'il y a plusieurs qui ne voulaient même pas répondre à cette question liée à la violence. Et les taux de non-réponse étaient 3 fois plus élevés parmi les réfugiés comparés à la population haute. Cette carte représente la répartition géographique des événements violents. Et comme précédemment, en couleur verte, nous voyons le Mali, en couleur orange, la Mauritanie. Et les cercles sont proportionnels au nombre d'événements violents par site. Et la couleur rouge représente les réfugiés, la couleur violette représente les résidents et retournés. Et on peut se rendre compte que tous les événements violents rapportés par les réfugiés se sont déroulés pendant qu'ils étaient au Mali, et on sent une meilleure sécurité pour les réfugiés dès leur entrée en Mauritanie. Et quand nous avons analysé la nature de la violence, on s'est rendu compte que la violence armée a été rapportée uniquement par les réfugiés pendant qu'ils étaient au Mali. Et les cas de violences sexuelles qu'on a pu collecter provenaient de la communauté haute. Et là, je vais passer la parole à Pascal pour approfondir la composante qualitative de notre étude. Merci Gaston et bonjour à tous. Donc, pour la composante qualitative, elle a été menée dans 3 sites du département de Basse-Kounou. Donc, le choix a été guidé par les résultats de l'enquête quantitative, mais aussi avec la volonté d'avoir une diversité géographique et sociale parmi les participants. Donc, on a inclus le site rural de Marel et le site semi-urbain de Douankara, que vous pouvez voir, qui sont tous les 2 situés proches de la frontière malienne et où les communautés hautes et réfugiés cohabitent, et aussi le site d'Agor, un petit peu plus haut en rouge, où se situe un ancien camp de réfugiés et où les communautés vivent séparément. Donc, pour cette composante, nous avons mis en œuvre l'approche RAPID-PIR, acronyme d'évaluation et recherche ethnographique participative, qui consiste à mobiliser et former des chercheurs pairs issus des communautés d'intérêt pour mener la collecte de données dans leur contexte naturel et mettant à profit les relations de confiance existantes avec leurs pairs. Elle a été menée en 7 étapes. Donc, tout d'abord, nous avons formé en recherche qualitative les superviseurs de la composante quantitative, dont les compétences et sensibilités culturelles nous ont facilité l'accès aux communautés, assuré des traductions fiables et puis soutenu aussi la mise en œuvre de l'étude. Puis, à la suite d'une cartographie, nous avons mené des consultations communautaires avec les autorités, représentants et parties prenantes clés pour présenter l'étude et les solliciter pour l'identification des chercheurs pairs. Nous avons sélectionné les chercheurs pairs parmi les personnes qui ont été nominées par ces autorités. Elles devaient répondre à des critères préspécifiés, donc adultes volontaires, sans position d'autorité. Et ces personnes ont ensuite été validées par les informateurs clés de la communauté qui n'avaient pas participé aux nominations.
Puis, ces chercheurs pairs ont reçu une formation de 2 jours dans la langue de leur choix. Cette formation était interactive, adaptée à des niveaux d'alphabétisation variables et s'est axée sur la collecte de données qualitatives et ses aspects éthiques, notamment la gestion des sujets sensibles. Après leur formation, les chercheurs pairs ont mené dans leur communauté des entretiens conversationnels avec des participants choisis au sein de leurs cercles sociaux et ils ont abordé 5 thèmes clés centrés autour des événements marquants liés à la crise. Puis, les chercheurs pairs ont participé à des séances de débriefing individuelles avec l'équipe de recherche pour restituer le contenu de ces entretiens. Les séances ont été enregistrées par audio et documentées par des fiches de synthèse. Et un débriefing collectif ou individuel mené par la responsable des activités de santé mentale de MSF a été proposé afin d'aider à la gestion des émotions suscitées par les récits. Et puis enfin, les résultats préliminaires de l'étude ont été présentés pour discussion et validation par les communautés lors d'ateliers de restitution qui étaient ouverts à tous les membres de la communauté, organisés par les autorités en présence des chercheurs pairs et des représentants MSF et du ministère de la Santé. Et toutes ces activités ont été menées en environ 6 semaines. Donc pour les résultats, au total, nous avons collaboré avec 31 chercheurs pairs qui ont mené des entretiens avec 68 participants âgés de 20 à 83 ans. Dans ces 2 groupes, la répartition était équilibrée en termes de genre et aussi de représentation, avec des participants issus des communautés, donc réfugiés touaregs, réfugiés peuls, réfugiés retournés et hôtes arabes. Les critères les plus fréquemment cités pour la sélection des participants par les chercheurs pairs étaient des relations de confiance préexistantes, une perception d'honnêteté et d'intégrité, des vulnérabilités spécifiques ou avec l'expérience d'événements marquants lors de l'exil. Donc, les récits concernant les événements avant l'exil ont décrit des attaques menées par les groupes armés en uniforme et des mercenaires, caractérisées par des violences extrêmes qui incluaient des exécutions arbitraires par arme à feu, décapitations, pendaisons, personnes brûlées vives, des corps jetés dans des fosses communes, des violences sexuelles, des actes de torture, des passages à tabac, des arrestations arbitraires et des enlèvements. Les violences décrites ciblaient principalement les hommes et les garçons, mais elles ont également révélé un acharnement particulier sur les femmes enceintes et le massacre méthodique de familles entières. Ces actes ont généralement été perpétrés en public, terrorisant les populations. Et les témoignages recueillis décrivent majoritairement des violences qui ont été observées, souvent subies par des proches, avec peu de récits de violences directes. Les violences ont également inclus le pillage systématique des biens, des destructions de maisons, de champs, de greniers, l'abattage du bétail et le sabotage délibéré d'infrastructures telles que les points d'eau. Les violences étaient souvent accompagnées de menaces répétées, une stratégie d'intimidation qui a forcé les populations à l'exil. Les fuites vers la Mauritanie ont été marquées par des départs précipités, souvent sans bien personnel, et des trajets périlleux de plusieurs jours effectués de nuit par tous les moyens, y compris à pied. Les récits rapportent des preuves de violence sur les routes, incluant des cadavres, des habitations, champs et voitures brûlées, mais surtout un risque de violence persistant jusqu'à la frontière, avec des patrouilles armées soutenues par des drones de surveillance et de nombreuses exactions comprenant des fouilles arbitraires, exécutions, viols, vols, arrestations et enlèvements. Alors, arrivant en Mauritanie, les partisans rapportent que les violences subies et observées continuent d'avoir des impacts physiques et psychologiques qui se manifestent par des pensées intrusives, des symptômes de dépression et d'anxiété, des troubles du sommeil, des comportements d'isolement social, de mutisme, d'autonégligence, ainsi que des manifestations psychosomatiques persistantes et des conséquences en santé reproductive. On a recueilli plusieurs récits qui ont fait état d'avortements spontanés, de décès néonatal et maternels qui ont été attribués par les participants au traumatisme suscité par les violences. Les conditions de vie en Mauritanie, bien que sécurisées, restent difficiles et contribuent à alourdir la charge mentale des réfugiés.
Elles sont caractérisées par une grande précarité économique liée au soutien humanitaire très limité et au manque d'accès à des activités génératrices de revenus, avec de nombreux ménages qui dépendent de dettes et de mendicité pour survivre. Il y a aussi une insécurité alimentaire, un accès limité à l'eau et aux infrastructures d'hygiène, ainsi qu'une offre de soins réduite et qui ne répond pas à tous les besoins. Les populations hautes sont également négativement impactées et rapportent un appauvrissement grandissant dû à la limitation ou l'interruption de leur activité économique, notamment agriculture et élevage, et une compétition accrue pour les ressources telles que l'eau et les soins de santé. En conséquence, les efforts de solidarité s'érodent, ce qui alimente les tensions intercommunautaires et menace la coexistence pacifique à long terme. Donc, pour résumer, notre étude révèle des disparités significatives entre les populations hautes et réfugiés, ces derniers ayant été plus exposés aux violences et victimes de morts violentes. Les participants réfugiés rapportent que les violences extrêmes subies ou observées avant ou pendant l'exil ont généré des traumatismes profonds qui sont aggravés par leurs conditions de vie précaires dans le pays d'accueil. Ces résultats soulignent l'urgence de la mise en place d'interventions multisectorielles ciblées pour répondre aux vulnérabilités et aux besoins essentiels des réfugiés, mais aussi des communautés hautes. Cela inclut des soins en santé mentale, en santé sexuelle et reproductive, et à d'autres services de santé essentiels, mais aussi à l'accès à la nourriture, à l'eau, à des abris sûrs, à des moyens de subsistance et à la protection des personnes vulnérables. Par son approche participative par méthode mixte, cette étude nous a permis de quantifier, de décrire et de contextualiser les schémas de violence et de décès violents, tout en restant respectueuse des traumatismes et ancrée culturellement pour amplifier les voix des communautés. Grâce à cette approche, nous avons également pu compenser les limites méthodologiques comme la sous-déclaration ou les biais des survivants et atténuer les risques éthiques. Enfin, notre étude a pu produire relativement rapidement des données robustes pour identifier les priorités humanitaires et contribuer à la formulation de recommandations opérationnelles concrètes et de messages de plaidoyer. Nous tenons à remercier sincèrement les communautés du département de Basse-Kounou, les chercheurs pairs, les superviseurs de l'étude, nos partenaires au ministère de la Santé mauritanien et nos collègues MSF et Épicentre pour leurs précieuses contributions. Merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Jean-Guy, je suis chef de mission Palestine. Et je vais introduire une étude qui s'est déroulée ces derniers mois à Gaza. Je ne vais pas vous rappeler l'histoire de ce conflit, mais juste deux caractéristiques qui sont importantes pour expliquer les motifs et puis les conditions de cette enquête. Donc tout d'abord, ce conflit se déroule sur un territoire très petit, que la population ne peut pas fuir. Et les violences sont très intenses, continues, et prennent la forme principalement d'obus, d'explosions d'obus. Le nombre de morts qui sont dus à ces causes violentes est publié chaque jour par le ministère de la Santé palestinien. Ces chiffres font autorité, ils sont repris par les Nations Unies et ils sont parfois contestés, mais très timidement par les autorités israéliennes. Le deuxième point, c'est les destructions d'infrastructures, les routes, les bâtiments, les écoles, les hôpitaux qui sont très fréquents. L'OMS rapporte que 94% des hôpitaux sont détruits ou endommagés. Seuls 19 sur 36 ont encore une activité médicale, souvent partielle. Et ça a encore baissé ce chiffre-là ces derniers jours. Donc l'année dernière, MSF a demandé à Épicentre de conduire une enquête à Gaza. Il s'agissait d'abord de déterminer l'impact des destructions et des déplacements répétitifs de population sur l'accès aux soins, mais aussi d'estimer la mortalité, pas seulement pour confirmer ou pas les chiffres du ministère de la Santé, mais pour estimer la mortalité des causes non violentes, pour lesquelles aucun chiffre fiable n'était disponible.
Enfin, à Gaza, chaque jour, vous le savez, les dangers sont grands. Donc une enquête classique avec des enquêteurs qui se déplacent pour aller voir des gens et leur poser des questions n'était pas possible à organiser. C'est pour ça qu'elle a été réalisée à distance, cette enquête, et sur un échantillon de population bien connu, c'est-à-dire le personnel d'MSF France et MSF Belgique et leurs familles, d'une part, et une famille qui leur était apparentée d'autre part. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la seule partie qui est à ce jour finalisée et qui concerne les personnels d'MSF France et leurs familles. Je vais passer en anglais. I'll switch now to English to introduce the presenter for this study, Joma Younis. He is the operational research epidemiologist for Médecins Sans Frontières in Gaza. He has a PhD in public health. His research focused on non-communicable diseases, mental health, and nutritional epidemiology. He was the principal investigator and published on a number of clinical and epidemiological studies. Joma, can you hear us? Yes. Oh, hi. Yeah. I give you the floor. Thank you all. It's my honor to be with you today. Today I will present the study entitled Mortality, Morbidity, and Access to Care among MSF staff and families in Gaza occupied Palestinian territories. The conflict began on the 7th of October 2023 until the ceasefire was taking place from 19th of March 2025, and the war resumed on the March 18. The survey covered only the period up to the ceasefire. As of May 2025, the Gaza Amwatch reported more than 54,000 fatalities and more than 123,000 injuries. As you know, MSF responses focuses on supporting hospital and BSC and providing water and sanitation. The main objective of the study to estimate the crude mortality rate and major causes of death among MSF OCP national staff and family member living in Gaza, occupied Palestinian territories since the beginning of the current conflict. Our secondary objective is to obtain an indication of major injuries, recent illnesses, and major chronic disease, access to care, and access to obstetric services. We did a cross-sectional retrospective mortality survey with all MSF staff who have been under the MSF contract at some point since the beginning of the conflict. As a household member, we consider everyone living in the household 1 week before the war and only included birth during the recall period. The data were collected were done from the 29th of January until the 26th of March, mostly during the ceasefire. The total staff included in the survey was 436 out of 443, with a response rate like 98%. The total number of household member is more than 2,500 people with a median household size 6. We asked the household member how many times they changed their location. The median was 5 times during the current conflict. During the survey also, 41% reported to live in a tent and 23 in a rented house. 59% of MSF households, they reported complete destruction of their houses, and 39% of MSF households, they reported partially destruction. On the right side, you see the survey population in color by age and sex, with the female in red color and green for the male. The black outline indicate Gaza population distribution from the census in 2017. You can see that both distribution are pretty similar, with MSF household more old people and less young people. The overall mortality rate for MSF household was 0.41. The mortality rate was higher for violence with 0.33 compared to the non-violence death.
For under 5, mortality rate was 0.7, which was also higher for the violent compared with the non-violent. The total number of deaths among MSF households were 54. Violence was the most dominant cause of death, with 74% who died overwhelmingly due to the blast. The remaining 26 were non-violent deaths, such as those from chronic disease and neonatal death. For the death by the age and the sex, on the left side, you see the distribution by age and sex of the non-violent death, and on the right side, for the violent death. Children under 10 years old show the extreme burden, accounting for 40% of violent death in a MSF household, while the 36% were between 20 and 50 years old without any difference in gender. To look at the death over the time, we divided the time from the start of the conflict until the ceasefire by 3 equal time period, 156 days. The mortality rate for the violent death was highest during the period 1 and were the lower in period 2 and 3. In contrast, for the non-violent death, increased over the time. For matching the survey deaths with MOH data, since the beginning of the conflict, Gaza Ministry of Health periodically released the list of violent deaths. MOH list and survey deaths compared by ID, name, and age and sex. From the 40 violent deaths in this survey, for the 33 there was national ID number reported by the household members. We found 29 of those deaths in a MOH list, which equal 88%. And there is no non-violent deaths were identified on the list released by MOH. For the injuries, among the included households, 7% reported having been injured at least one time during the recall period. 91% of all injuries were caused by blast. The most common type of injury was burn and soft tissue wound, with the 58%. 73 acceded care, mostly hospital and field hospital. The main reason for not seeking care, immediate death and distance and security. We asked the participant about the illnesses in the last month. In the last month before the interview, 44% of MSF household reported acute illnesses. Among all diseases, the most prevalent illnesses was upper respiratory tract infection with 27%. 95 of MSF household have had access to care for the acute illnesses. For the chronic disease, the prevalence of chronic disease among MSF household was 15%. 70% reported one chronic disease and 30% report multiple chronic diseases. The most prevalent disease was cardiovascular disease with 46%, followed by diabetes mellitus. 68% of MSF household member with a chronic disease reported treatment interruption. The median number of interruption was 2, and the longest interruption was 60 days. For the pregnancy, among women between 15 to 49 years old included in the survey, 13% reported at least one pregnancy reported since the beginning of the conflict. 100% delivered in a health structure, hospital, or BHC. There was 6 spontaneous abortions were reported. The 3 neonatal deaths resulted in the overall neonatal mortality rate of 42.3 per 1,000 live births. For the conclusion, as we mentioned, 74 deaths due to the violence, equivalent 1.6 of MSF household member. 40% deaths caused by violence were among children under 10. We notice increasing trend of non-violent deaths related to deaths over the time. We compared our result with the MOH pre-war level estimates. The mortality rate was 5 times higher
than the pre-war level. The under 5 mortality rate was 10 times higher than the pre-war mortality rate, and the neonatal mortality rate was 6 times higher than the pre-war mortality rate. We noticed there is a concurrence between survey and Gaza watch list for violent death, and there is no evidence of other non-violent death included. 20% of MSF household had member injured from blast or gunshot. We noticed also good access to care for MSF household. 2-3 with chronic disease experience one or more treatment interruption. Actually, we have the limitation that this study not representative of the general population. And the last thing, this survey does not reflect the recent escalation of the violence since the end of the ceasefire. I would like to acknowledge our participant, MSF staff in Gaza. Those did an incredible job during these difficult circumstances. Our data collectors, all co-investigators, our team in Gaza and Jerusalem and Paris and Epicenter. Also, as a research team, as MSF, and as a civilians, we call for urgent ceasefire. Thank you for your attention and listening. Thanks a lot, Jumat. Okay, so now it's time for question and answers. On va peut-être donner la priorité aux personnes qui sont dans la salle. On va prendre peut-être 3 premières questions et puis ensuite on regardera en ligne combien de questions on a. On essaiera d'équilibrer, sachant que on a une dizaine, quinzaine de minutes. Donc allons-y. Bonjour, Antelm Seka, Metzel Dakar. Juste une préoccupation par rapport aux violences au niveau de Sékouno. Dans la présentation, on se rend compte qu'au niveau des réfugiés, les violences sexuelles, on a pratiquement 0. Est-ce que ça traduit une difficulté en termes de relation qu'il y a pu avoir entre les pères chercheurs pour pouvoir faire ressortir cela, ou c'est du fait du stigma que les patientes ou les femmes ont pu vivre cela qui fait que on n'a pas de nombre qui est estimé. Comment est-ce qu'on analyse un peu cela? Merci. Ouais, peut-être, ouais, on va enchaîner comme la question est un peu longue, on va peut-être essayer d'y répondre directement, ouais, si ça vous va. Ok, je vais commencer et puis je vais passer la parole à Pascal pour la suite. Au fait, si on a eu dans la phase, dans la composante quantitative, 0 cas de violence sexuelle chez les réfugiés, donc c'est une des raisons qui nous a poussé à concevoir cette approche mixte d'une manière séquentielle, donc en commençant par une étude quantitative qui cherche à analyser à grande échelle un peu les différents défis des réfugiés, mais en complétant avec une composante qualitative pour explorer d'une manière approfondie les expériences sexuelles. Parce que cette approche qualitative qui a complété est tellement importante parce que souvent ces expériences sont sous-représentées dans la phase quantitative du fait que le vécu des violences a un impact assez complexe. Un impact complexe qui peut se traduire aussi par des traumatismes collectifs et aussi avec la nature sensible de ce sujet qui exige un peu une délicatesse, une approche éthique rigoureuse avec une bonne prudence et une façon d'aborder ces différentes questions. Alors, il y a un peu plusieurs contextes localement qui peuvent justifier qu'on n'a pas pu retrouver des éléments sur la violence sexuelle chez les réfugiés. Déjà, il y a le fait que c'est un peu un sujet tabou. Et puis, sur place à Baskounou, cette question est assez... disons que la violence sexuelle est pratiquement pénalisée. Donc, si la victime avoue qu'elle a eu
une violence sexuelle, qu'elle a subi une violence sexuelle, elle peut être poursuivie. Alors, c'est un peu délicat, assez délicat. C'est ainsi que, en plus de la phase quantitative, déjà pendant la phase quantitative, on devait préparer même les enquêteurs pour avoir du tact pour collecter ces données. Même les quelques cas qu'on a collectés au sein de la communauté haute étaient vraiment après beaucoup d'ajustements, avec beaucoup de tact. Mais maintenant, dans la phase qualitative, comme c'était avec des chercheurs pairs, issus de leur communauté, leurs personnes de confiance, ils ont pu exprimer facilement les éléments liés à la violence sexuelle. Et aussi, certains, peut-être qu'ils l'ont subi, mais ils en parlaient comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'a subi. Et c'est de cette manière qu'on a pu collecter ces données. Peut-être je vais me faire compléter par Pascal pour donner un peu plus d'éléments sur cette question. Je pense que tu as tout dit, mais oui, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis dans la partie quanti pour pouvoir collecter ce type d'informations, mais comme Gaston l'a dit, c'est quand même quelque chose de très sensible. Donc même si on a essayé d'avoir des enquêteurs femmes pour collecter ce type d'études, on a travaillé avec aussi la responsable de la santé reproductive MSF pour voir comment on pouvait aborder ces questions. On n'a rien eu dans la partie quanti, et c'est vraiment dans la partie quali où on avait ces chercheurs pairs qui nous ont rapporté des récits à la troisième personne où les participants étaient connus d'eux mais étaient complètement anonymes pour nous, qu'on a pu avoir des récits de ce type de violence parmi les réfugiés. On nous a aussi dit pendant les consultations qu'il y avait que certains sujets ne seraient pas partagés avec des personnes complètement étrangères. Donc, dans certains cas, une femme qui a subi des violences sexuelles en parlera peut-être à son père ou aux hommes de sa famille ou aux femmes de sa communauté. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui est d'une autre communauté, elle n'en parlera pas. Donc, c'est pour ça qu'on a opté sur cette approche. Thank you. Maxime Angas, University of Lincoln. Thank you for the excellent presentation. I had a question for the last presenters. So I understand that your result is not representative of the general population, but from your understanding and also maybe access to others' data, do you think in the general population they are more likely to be victim of blast than MSM, or if it's just that MSF staff, because of their activities, they are more exposed to this kind of wound? Thank you. Yeah, thank you for your question. Actually, you know, if 1.6 of the violent death among MSF group, with 74% of violent death, I think this is still among the general population. And you know, the general population, it's more suffering than the MSF staff. As MSF also implementing the duty of care and solidarity department, and they are supporting their teams, and they have more accessibility and the communication channel to access to care, to be more like notified, to be more protected. Yeah, my answer, yes, the general population, it's more affected than the MSF staff. Hi, my question is for Juma. Thank you for your presentation. Maybe just a small comment. I appreciate that the data that you presented today is extremely important as a témoignage for the horrors that the occupied Palestine territories are enduring, but also as a kindly reminder that our staff, our colleagues, and their families are not just numbers. So thank you so much for this super relevant presentation. And my question would be, how is MSF using this information, if it is given any use, to urge international actors into a ceasefire and letting humanitarian aid into Gaza? Yeah, actually, we hope that this result can be used and can help for MSF to advocate in the international community for the ongoing conflict and the high number of like deaths.
It can help also to adapt our activity, and it can be invested in supporting our teams as well. Thank you, Juma. Peut-être William, tu peux compléter, directeur des opérations. So I think there is a similar survey ongoing as well. We are discussing about the timing with which we want to to make this survey public, but it's for me an additional piece of all what we've been putting on the public domain since the start of the war. And it's an important one, and I think we may learn additional information with the second part of the survey. So yeah, we still discussing how we will best use it. Hello. My question is for Mauritania. I would like to, thank you very much first for your presentation. I would like to ask which were the main challenges or barriers regarding the methodology that you used, and also if an increase on awareness and access to care was noted afterwards regarding survivors of violence. Thank you very much. Okay. So in terms of challenges, I think number one was the timing, because we were sort of pressed to have results for the project. So it was quite intensive, and I think even the supervisors worked really hard. We were working every day. We received great support from the communities, but even the identification of the peer researchers was somewhat a bit difficult, sometimes a bit political. So I think the challenges were a bit challenges that you have when you work with communities, like to navigate, sensibilities, maybe political issues. So that was one of the first one. And then it was the training was fine. I mean, we adapted because we realized that initially we wanted to have people who could read and write, but we realized that then we would exclude some people. So it was really to adapt the training to people who could not read and write necessarily. And your last question, so it was challenges, and in terms of access to care, so the great thing is the project has some both mental health activity manager and reproductive health activity managers. So we discussed a lot with the peer researchers who themselves discussed with the participants about the services that were available. So I think we don't have the numbers, but I think it has increased access to care, yes. Thank you very much. I think I speak on behalf of so many of us that this is very important work, but very difficult work. I don't know how many of us would be able to present this kind of work. The kind of stories and the kind of experiences that you're relating. And so I just want to know what was done for the research teams that went ahead to collect this data that regards a lot of violence and death and pain, and so that they can be able to, both of you, like what was done for the research team. Thank you very much. Maybe we can also include Jumat in the answer first. Yeah, actually, from our side, for the research team, since the beginning of the data collection, we make sure that our team in contact with the BSU team, and they are doing routinely debriefing with the team. Some of them they did daily session, and some of them weekly session, and they did debrief. And I will take the chance to thank our BSU team in Amman and here in Gaza for their support for our teams. Yeah. Avant de compléter la réponse, on prendra une question après cette réponse, et après on devra interrompre la session. Ok, merci beaucoup pour la parole. Je vais apporter un élément de réponse, et si Pascal aura me compléter, elle pourra me compléter. Sinon, vraiment, comme vous l'avez dit, c'est un grand défi.
mené une enquête sur la violence avec des enquêteurs, des chercheurs qui sont des probables victimes des violences aussi. Donc, c'est un aspect qu'on a dû prendre en compte dès le début. Donc, on a d'abord fait, déjà dès la phase quantitative, une première étape de travail avec les superviseurs. On a travaillé avec eux parce que parmi eux, il y a aussi certains. Donc, on a pris 2 réfugiés et 2 de la communauté haute. On a fait cet équilibre, et même parmi les enquêteurs. Alors là, déjà, dès la première phase des préparations avec le superviseur, on s'est rendu compte que parmi les enquêteurs et même superviseurs, il y a ceux qui ont été soit victimes, mais soit pas personnellement victimes, mais ils ont observé des cas de violence. Et rien que ces souvenirs de violence, ça a un impact déjà sur eux-mêmes avant d'aller sur terrain. C'est ainsi que quand nous l'avons constaté déjà avec les superviseurs, nous nous sommes efforcés d'impliquer la responsable psy du projet MSF déjà dans la formation, pour la phase quantitative. Alors, elle a eu un bon temps pour non seulement expliquer comment collecter ces données, mais déjà comment travailler cet aspect de gestion du traumatisme avec notre équipe. Cela a fait que même il y a eu certains de nos enquêteurs qui ont dû avoir des séances programmées avec la responsable psy pour être détraumatisés d'abord et bien se mettre dans les bains avant d'aller sur terrain. Donc c'était une phase très importante et qui nous a aidés parce que même quand ils allaient collecter les données, quand on allait voir avec eux comment s'y prendre, on voyait qu'ils appliquaient aussi des bonnes méthodes pour causer avec les réfugiés et même ceux de la communauté haute qui étaient sur terrain. Et c'est là qu'ils pouvaient facilement voir comment orienter des cas. Ils savaient reconnaître des cas qui ont besoin d'un appui, d'un soutien. On les orientait vers la responsable psy. Et ils savaient comment utiliser assez de tact face aux différents cas qu'ils vont rencontrer. Parce que donc ça les a aidés à amortir déjà les coûts à leur niveau. Mais maintenant, même dans la phase qualitative, on a continué aussi avec ces suivis, même parmi les chercheurs. Parce que déjà, pendant qu'on préparait la phase qualitative, on avait des réunions où on essayait de discuter comment aborder cette question dans la communauté. Il y a même un qui a pratiquement pleuré, si je peux le dire, rien qu'en se souvenant, mais il y avait toujours un appui de la responsable psy. Et là, au fait, c'est un élément très important à prendre en compte, parce que souvent, on peut envoyer des gens collecter des données sur la violence, en oubliant que ce ne sont pas juste des machines qui collectent des données, ce sont des humains. Et il y a cet aspect humain qu'il faut prendre en compte déjà chez les chercheurs, en plus des bénéficiaires vers qui nous allons. Je ne sais pas s'il y a un complément, donc là, je donne la parole à Pascal. Non, tu as encore tout dit, mais juste pour dire que oui, on a vraiment reçu beaucoup de soutien par la responsable des activités en santé mentale. J'avoue toute l'équipe de recherche a été très affectée déjà parce qu'il y a beaucoup de choses dont eux-mêmes ont fait l'expérience ou des proches. Donc, voilà, on a reçu ce soutien et je veux dire, je me mets même aussi dans le groupe. Il y a eu des séances qui quand même, où collectivement, j'ai l'impression que ça a aussi aidé certaines personnes. Donc on a reçu un soutien, mais on a des chercheurs pairs qui nous ont quand même dit le fait d'en parler avec les participants ou même avec le groupe de chercheurs pairs leur a fait du bien. Donc il y a eu quand même aussi quelque chose de collectif et je pense que il y a quelque chose comme ça où c'est vraiment un traumatisme qui est ressenti par des communautés et que le fait de travailler dessus collectivement aide aussi. Je ne sais pas si ça fait sens, mais voilà. Ouais, bonjour. J'avais une question. Déjà, grand merci à toutes les équipes pour votre travail. C'est super intéressant de voir ces enquêtes qui sont extrêmement bien menées, mais aussi comment ces enquêtes permettent de mieux quantifier et aiguiller les opérations humanitaires. Alors, ça a déjà en partie été répondu pour Gaza. Moi, ma question, c'est pour toi, Tristan. À la suite de cette enquête à Bassikounou en Mauritanie, comment MSF répond maintenant aux besoins des populations maliennes réfugiées en Mauritanie? Qu'est-ce qui a été mis en place à la suite de cette enquête? Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a deux volets. Il y a effectivement l'orientation des opérations, puis il y a aussi le volet, on va dire, plaidoyer, témoignage, et la question qui se pose de voilà, qu'est-ce qu'on fait
ces témoignages et de cet accès aux violences et au parcours de vie de nos patients. Bon, très rapidement sur la partie opérationnelle, je pense que l'enquête épicentre a déjà permis, je dirais, de repositionner un petit peu nos points d'entrée sur la frontière, donc d'avoir je dirais une meilleure connaissance des flux. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est, je pense, la manière d'organiser une approche holistique, c'est-à-dire considérer la santé mentale, l'accès aux soins d'une manière générale, mais aussi l'environnement, puisqu'on a parlé de l'accès à l'eau, par exemple, ou encore à la nourriture. Donc, réfléchir de cette manière-là, ça c'est le second point. Le troisième point, je pense que la manière dont les enquêteurs pairs, en particulier sur l'enquête qualitative, ont approché les communautés, collecté les témoignages, ça nous a aussi, je dirais, un peu ouvert les yeux sur notre propre manière d'organiser les soins, puisque dans la phase de démarrage, on avait des cliniques mobiles qui se déplaçaient de manière assez fréquente sur différents endroits. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas nécessairement, je dirais, une proximité suffisante pour organiser un dispositif de soins comme on le souhaitait. Et la manière dont les enquêteurs pairs ont travaillé nous a aussi permis de nous inspirer en fait de ça et de peut-être faire moins de sites, d'être plus ancrés dans les communautés. Ça, c'est un troisième aspect. Sur la partie témoignage, aujourd'hui, on réfléchit un petit peu sur la manière de communiquer. La difficulté, c'est réussir à partager ces témoignages sans nécessairement exposer nos équipes, sans créer, je dirais, d'incidents diplomatiques, puisqu'on est présent au Mali, on est présent en Mauritanie, et il peut y avoir aussi des différences de perception par rapport à ces témoignages-là. Donc on est en contact avec, je dirais, avec un écosystème de journalistes et aussi d'ONG de témoignages, droits de l'homme. On n'a pas encore, je dirais, finalisé la stratégie à ce sujet-là, mais on avance. Voilà, très rapidement. Merci. Je voudrais qu'on ait un tonnerre d'applaudissements pour les gens qui ont réalisé ces enquêtes et qui les ont présentées.